Trintignant. Dans un projet de ce genre, un projet de film, de roman, un projet de n'importe quoi, il y a toutes sortes de choses qui interfèrent. C'est l'histoire de Don Juan, en quelque sorte. Cette histoire du château de Kafka et cette histoire du comédien. Et c'est à partir de ces fragments qu'il va découper et assembler autrement que sa propre histoire va essayer de se constituer. Le cinéma slovaque était dirigé par un homme qui s'appelait Marenchin et qui était un passionné de l'immortel. Il avait traduit l'immortel en slovaque, etc. Il m'a invité en Slovaquie en me disant « Vous devriez faire un film ici, on vous donnerait tous les moyens du cinéma national slovaque. » Et alors, je me suis promené en Slovaquie. Et une des choses qui m'a frappé, c'était la très grande forêt qui occupe toutes les Hautes-Tatras, c'est-à-dire cette région montagneuse et très controversée entre diverses nationalités qui sépare l'Ukraine, la Ruthénie, la Slovaquie, la Pologne. En gros, n'est-ce pas, toute cette région-là. La forêt et les châteaux à moitié en ruine qui se trouvaient dans la forêt en question. Mon nom est Robin. Je crois que c'est un peu... je vais vous raconter mon histoire. Ou du moins, je vais essayer. Voilà. Ça a commencé dans une forêt. Une grande forêt. Il y avait une sorte de sentier. Un peu incertain. Bon, alors là, la forêt, les châteaux en ruine, et le fait que cette région avait été le théâtre d'opérations de résistance à diverses occupations, occupation allemande, occupation russe, occupation hongroise, etc., n'est-ce pas? Région très tumultueuse du point de vue du nationalisme, où en plus il y avait des villages dont on m'avait dit que le héros du pays, tout le monde savait que c'était un traître. C'est-à-dire qu'il y avait des monuments aux morts, aux héros de la résistance, et les gens savaient très bien que sur ce monument, il y avait aussi des noms qui étaient là à la suite d'un de ces quels magouillages politiques, mais dont on savait très bien qu'ils n'étaient pas des héros, etc. Et bon, alors, ça se combine à l'histoire de Borges qui s'appelle Le traître et le héros, qui est... le traître et le héros, en fin de compte, c'est le même personnage. On t'a sûrement raconté cette histoire-là. Le matin de la libération, les gardes civiques nous ont fusillés dans les caves. Tu trouveras mon nom gravé sur le monument avec celui des autres. Ivan, Joseph, Vladimir, Jean Robin, Mathias, Man Ray et des dizaines d'autres. Par ordre alphabétique. Mon corps est resté mêlé à leurs cadavres. Il paraît que j'étais seulement blessé, à la tête. Seulement tout le monde dit que je suis mort, alors moi aussi. Et puis, Kafka qui vient se greffer là-dessus, car cette ville de Smokoviec où on a tourné,
c'est là que Kafka était dans un sanatorium pendant de longues années de son existence. Le personnage de Kafka, la région, la forêt, le château de Kafka. Le château de Kafka qui se met à prendre comme ça une existence cinématographique, une existence cinégénique. La forêt, dans les premières pages du château de Kafka, le château apparaît entre les arbres. C'est un lieu un peu énigmatique, plus ou moins noyé dans la forêt. Bon, l'idée vient donc d'un personnage qui n'a pas d'existence antérieure et qui doit lui-même produire sa propre existence par son discours. Ce qui est en somme le cas de l'arpenteur du château. Je suis un homme fini. Voilà ce que je voulais vous dire. Fini pourquoi? Parce que personne ne croit plus à vos révélations sur mon frère? Parce que personne ne peut croire à mes mensonges. Pas même moi. Surtout pas moi. Qui sait bien que le lâche et le traître, c'est moi. Varissa Boris. Laissez-moi vous raconter ma triste histoire. Alors, dans un projet de ce genre, un projet de film, un projet de roman, un projet de n'importe quoi, il y a toutes sortes de choses qui interfèrent. Alors, je vous dis là donc comment s'est organisé le décor et les références au château de Kafka. D'autres références culturelles sont venues comme ça se greffer. En particulier, deux références, l'une à Don Juan et l'autre à Boris Godunov. Bon, Don Juan, pourquoi? Parce que j'ai dit un personnage qui apparaît dans une région et qui se crée lui-même par sa propre parole. C'est l'histoire de Don Juan, en quelque sorte. Don Juan, c'est dans la culture littéraire occidentale le premier homme qui soit opposé à la parole de Dieu, qui est parié pour sa propre vérité contre la vérité émise par Dieu. Le libertin, c'est ça. Le libertin du Don Juan de Mozart, plus que de celui de Molière probablement, c'est celui, il n'a pas du tout parié pour le mal, il a parié pour sa liberté. C'est-à-dire pour sa liberté de parler contre une parole qui aurait été censément édictée pour lui par quelqu'un d'autre. Dieu ou la société, etc. Qui êtes-vous? Trintignant. Je viens de la part de... J'avais envie de retravailler avec Trintignant parce que je venais de faire Trans-Europe Express avec lui et je voulais écrire un film pour lui. Pour lui en tant que comédien. C'est-à-dire, il jouerait le rôle d'un comédien. Le comédien, c'est quelqu'un qui invente son existence. C'est parce qu'il parle qu'il est. Quand Agamemnon entre en scène, en français, et dit « Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille », ben, on sait qu'il est Agamemnon parce qu'il l'a dit. C'est tout. C'est-à-dire que dans la salle, personne ne proteste en disant « Mais non, c'est pas Agamemnon, c'est Durand, hier il jouait dans Horace, etc. Il n'est pas plus Agamemnon que toi et moi. » Pas du tout. On ne pense pas à dire ça parce qu'il l'a dit, donc il l'est. Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. En même temps, il peut mentir, bien entendu, puisqu'il n'est pas Agamemnon. Donc le comédien, c'est quelqu'un qui ment sans cesse et qui en même temps ne peut pas mentir, puisqu'il est créateur lui-même de la vérité, par sa propre parole. C'est le fameux paradoxe du comédien, etc. Belle, mystérieuse, désirable, inquiétante, etc.
et que c'est à cause d'elle que je suis attiré par cette demeure pleine de fantômes et de pressentiments, vous ne pouvez pas rester seuls toutes les trois avec ce domestique fou. Sylvia, mon orpheline, je voudrais vous aider. Doute que le ciel est bleu, Sylvia. Doute que la vérité est l'ennemi du mensonge. Doute que le soleil brille. Mais ne doute pas que je t'aime. On veut priver Don Juan de sa liberté d'homme et il veut accéder à cette liberté, c'est-à-dire il veut prendre la place de Dieu, en somme. Il a nié la personne de Dieu pour pouvoir prendre sa place. Et à ce moment-là, apparaît alors un autre thème qui va interférer avec cela, qui est le thème de l'usurpateur. L'usurpateur, c'est quelqu'un qui veut prendre la place de Dieu, ou prendre la place du roi, ce qui revient au même. Un régicide. Un régicide, mon premier roman. Bien sûr, prendre la place du roi, très important. Le roi qui s'appelait Jean, d'ailleurs, dans... Jean et Boris sont les deux noms du double assassin roi qui sont dans un régicide comme dans L'homme qui ment. Expliquez-vous, monsieur. Je me présente, Boris Varissa. Je n'ai pas l'honneur de connaître. Je viens de la part de votre fils. De la part de mon fils, dans le lit de ma servante. Alors, qui est-il? Je ne sais pas, monsieur. On voit des gens maintenant. Jusque chez soi. On ne sait pas d'où ils sortent. Je vais vous raconter mon histoire. Est-ce bien utile? Voici, j'ai connu Jean dans la clandestinité. Où est-il à présent? Que fait-il? Quand va-t-il revenir? Écoutez, ce n'est pas si simple, je ne peux pas tout vous dire tout de suite. Alors, que faites-vous ici? Vous avez un message à remettre? Un message? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Non. Un usurpateur en particulier avait joué pour moi une grande importance d'ordre musical, c'est le Boris Godunov de Moussorgsky. C'est-à-dire le drame de Pouchkine, mais mis en musique par Moussorgsky. Alors, on ne sait pas si le personnage de Boris Godunov a été inventé par Pouchkine ou s'il est à peu près historique. Enfin, censément, c'est un fils d'Ivan le Terrible, je crois, qui a été assassiné dans son enfance par un usurpateur qui a pris sa place. L'usurpateur, c'est Boris Godunov, qui se voit d'une part tsar parce qu'il a assassiné le vrai tsar, et d'autre part poursuivi sans cesse par le fantôme du tsar assassiné. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas du tout assassiné une fois pour toutes, de même que Don Juan n'a pas réglé ses problèmes avec Dieu une fois pour toutes. Il l'a assassiné, mais le tsarevitch mort reparaît sans cesse dans ses rêves. Et bien plus que dans ses rêves, il entre dans la pièce, on le voit, Laisse-moi maintenant. À qui parlez-vous donc? Il n'y a personne là. Non, bien sûr, il n'y a personne. Qui voulez-vous qu'il y ait? N'ayez pas peur, je ne suis pas fou. J'étais en train de jouer la comédie. Je suis comédien de profession.
Boris Varissa. Vous avez peut-être entendu parler? C'est un rôle que je répète. Un troisième personnage du drame de Pouchkine est passionnant, c'est le nouvel usurpateur, Dimitri, qui va faire croire qu'il est, lui, le vrai tsar. C'est-à-dire qu'il décide de persécuter Boris Godounov, en lui faisant croire que le tsar mort est vraiment ressuscité. Alors toutes sortes d'intersignes sont mis en scène comme ça, et l'usurpateur lève une armée contre le tsar usurpateur, etc. Alors cette histoire de l'usurpateur usurpant la place de l'usurpateur, etc., c'est une histoire tout à fait passionnante, qui a rejoint donc cette histoire de Don Juan, cette histoire du château de Kafka et cette histoire du comédien. C'est ça. En fait, il y a un très grand parallélisme possible entre l'histoire de Boris dans le film et votre trajet culturel qui a mené à L'Homme qui ment. C'est-à-dire que vous avez poursuivi un trajet culturel avec d'une part le décor initial, d'autre part tout votre passé artistique et culturel qui s'est incorporé, et vous avez écouté des bribes de chaque chose pour en refaire un projet. Ça fait des mois qu'on les aperçoit plus. D'où il viendra, vous croyez? Oh, ça suffit avec Jean Robin. Il viendra de n'importe où, de la montagne. Tu n'auras rien vu, et tout d'un coup, il sera là. Il en reviendra pas, c'est fini cette vieille histoire. Bien sûr qu'il reviendra, Jean Robin. Il est mort. Au château, en tout cas, on l'attend toujours. Ça lui ferait quel âge à présent? 33, 34, 35. Cette jeune dame qui attend, qui est si belle et qui n'est plus ni fille. La liberté humaine consiste en quoi? Elle est faite de quoi? Eh bien, elle est faite de morceaux. C'est-à-dire que la société sans cesse me parle et me fournit des stéréotypes. Et ma liberté ne va être que celle d'arranger de ma façon propre, un ensemble de stéréotypes qui m'auront été fournis par la société. C'est-à-dire que la liberté de la parole ne consiste pas du tout dans une liberté essentielle des contenus, mais dans une combinatoire. Dans le fragment là qu'on vient de voir, Trintignant est dans l'auberge et il entend parler donc ces gens du village. Et c'est à partir de ces fragments qu'il va découper et assembler autrement que sa propre histoire va essayer de se constituer. C'est-à-dire que son personnage est toujours un projet. Un projet, c'est-à-dire une projection. Donc il est dans l'auberge, mais déjà il se projette vers le château dont il a entendu parler. Il se projette vers. Cet homme n'existe que dans la mesure où il est en train de se projeter vers lui-même autre chose, autre part. Et cette autre chose, autre part, c'est le héros du pays dans le château du pays. Alors le passage est intéressant et assez réussi du point de vue
changement de scène, liaison de scène, comme on dit en critique. La liaison de scène n'est pas du tout faite par un trajet. Théoriquement, il est à l'auberge, il sort de l'auberge, il fait le trajet jusqu'au château, il est au château. Là, il va passer de l'auberge au château par une série de projets mentaux. C'est-à-dire, il est toujours à l'auberge, on le voit de temps en temps, toujours assis à la même table et écoutant, et en même temps sont intercalés des plans où il est déjà en train de demander son chemin à des gens, à interroger la pharmacienne, à passer la grille du c'est château, le montage, en etc. fait, qui fait sortir, contrairement à l'habitude du cinéma traditionnel, où en général, le montage ne fait qu'effectuer la sortie de champ et d'entrée de champ. Alors, c'est ce qu'on peut appeler donc un montage par contamination. Une scène est contaminée par une autre. Vous avez donné une explication pseudo-réaliste, le projet mental, Voilà. etc. On aurait pu un alibi. dire... Pardon ? Un alibi. Un alibi, c'est ça. Mais on aurait pu dire aussi que c'était l'annonce d'un thème, comme en musique, on peut avoir le thème d'un personnage qui commence sous le... Oui, exactement. Alors, donc cette musicalisation du récit, j'ai l'impression qu'elle poursuit le projet que vous aviez commencé dans l'Immortel, mais qu'elle l'aboutit aussi en même temps, enfin, ou du moins que c'est plus parfait, dans la mesure où cette opposition à la norme dont vous parlez quand vous parlez de l'Immortel, c'est aussi une opposition aux normes de montage ici, mais une opposition qui se fait par le biais du montage lui-même et qui est donc beaucoup plus réussie en fait. C'est beaucoup mieux fait, évidemment, ça fonctionne bien mieux. Là, ça fonctionne très bien, j'ai rien à reprocher à la scène qu'on vient de voir. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que ce genre de scène correspond simplement à l'idée de montrer un projet mental, ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi l'idée d'aller contre une certaine norme des codes cinématographiques? Un artiste, quelqu'un qui a envie de produire du récit, quelqu'un qui a envie d'être romancier, d'être cinéaste, ou peut-être aussi d'être peintre ou d'être musicien, c'est quelqu'un qui justement ne se contente pas de cet ordre établi. Il a l'impression que cet ordre établi est une simplification frelatée, une simplification mensongère, quelque chose qui peut-être permet de vivre tranquillement dans le confort intellectuel, mais qui à chaque instant va se trouver battu en brèche, mis en cause par des forces qui poussent par derrière, les forces du ça pour Freud, et tout simplement l'idée que d'autres structures vont peut-être mettre à jour d'autres rapports au réel. Donc, les deux préoccupations se rencontrent, c'est-à-dire que au départ, on peut dire c'est une préoccupation purement formelle de créer des formes nouvelles par opposition aux formes stéréotypées du récit classique, mais ça revient au même de dire, c'est l'idée que ces formes stéréotypées, en fin de compte, ne sont rien d'autre qu'une construction artificielle qui essaie de me faire échapper au réel, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus passionnant, etc. Et par conséquent, la volonté de créer un récit autre va être très exactement aussi une volonté de recherche concernant la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et après, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, Sylvia est donc maintenant en train de m'attendre. Je dois retourner là-bas. Et si vous rencontrez le père? Non. Le père est couché, il est malade. Il va bientôt mourir. Je voudrais une petite bouteille de mercurochrome, s'il vous plaît. Deux vifs. Vous l'avez connu, vous, Jean Robin? Naturellement. Tout le monde l'a connu ici.
Maintenant, Sylvia est donc en train de m'attendre. C'est-à-dire qu'il est le narrateur de quelque chose qu'il annonce et il va même un peu plus loin, le décalage augmente, le père est malade, il va bientôt mourir et sur l'écran, on voit le père effectivement mort dans la scène qui se replacera plus tard chronologiquement, si on peut dire. Bon. Et puis, il arrive, donc il quitte l'auberge, il arrive à la pharmacie qui est en face, et à ce moment-là, il tombe sur le codex. Le codex qui est théoriquement en pharmacie, le répertoire de tous les médicaments qui existent et de leurs propriétés. C'est ça un codex en pharmacie. Et le codex, là, contient le passé de Jean Robin. C'est-à-dire que tout d'un coup, le personnage est en arrière par rapport à son récit, en train de plonger dans les photos de famille de l'acteur Jean Mistric, qui joue l'acteur qui joue Jean Robin. Et peu à peu, en feuilletant les pages, le récit avance et on trouve des scènes qu'on a effectivement vues dans le film, puis des scènes qu'on va voir, c'est-à-dire la sortie du souterrain avec la pharmacienne en espionne. Jusqu'au moment où Jean Robin arrive même dans la porte, dans l'encadrement de la porte. C'est ça. Et alors, c'est une chose qui est assez difficile comme ça à expliquer, mais d'un bout à l'autre de L'Homme qui ment, et c'est spécialement vrai pour ce film-là, il y a une espèce de tremblement du récit, comme s'il n'arrivait pas à trouver son axe de fixité à un moment précis. À chaque instant, on se trouve en retard ou en avance par rapport à ce qui est censé être le temps présent. Et en même temps, il y a un mélange des scènes présentes et passées, parce qu'on a dit parfois, bon, c'est des souvenirs de la résistance, mais ce type d'interprétation ne marche pas du tout ici, puisque on est dans le présent, il dit je vais aller à la pharmacie, et on voit une scène du passé, pratiquement, avec le même costume, enfin, Trintignant a le même costume, etc. Ouais, alors là, c'est le problème du costume, effectivement, est tout à fait là un repère, je pense, pour le spectateur attentif. Il a toujours le même costume, toujours dans le même état. La même chemise, la même cravate, le même costume, alors que, censément, dans l'histoire, il s'est passé 3 ans, 4 ans, ou même plus, quoi. Et d'ailleurs, il a toujours le même nombre de rides aussi. Enfin, oui, il est maquillé exactement de la même façon. Exactement, ouais. Et alors, il fait allusion à des transformations physiques de son personnage, mais on ne les voit jamais sur l'écran. Je portais une barbe à ce moment-là. On ne le voit jamais avec une barbe. On l'a vu avec une barbe dans Transeurope Express. C'est ça, dans le premier extrait de Transeurope Express, quand il y a une fausse barbe. C'est ça. Mais alors évidemment, pour le spectateur épris de réalisme, c'est tout à fait désolant. Ça, je m'en rends bien compte. Je pense néanmoins que les choses sont suffisamment soulignées et suffisamment répétées et développées pour que ça indique quand même une direction d'écoute du film. Là, en fait, on est dans une sorte de noyau qui contient en petit tout le film, avec ce codex. Et c'est un procédé qui n'est pas loin de ce qu'on a appelé en littérature la mise en abîme. Qu'est-ce que vous pensez des interprétations qu'on a pu faire sur vos films qui consistaient à dire qu'au fond on retrouvait les procédés littéraires de l'écrivain Rob Grillet dans les films de Rob Grillet? Bon, d'abord, s'il faut parler de procédés littéraires ou de procédés cinématographiques, ce sont forcément des procédés spécifiques et par conséquent on ne peut absolument pas les retrouver de l'un à l'autre. Je pense aussi. En revanche, alors, on peut trouver des récurrences thématiques. Ça, c'est évident. À tel point que Jean Robin, par exemple, le mot de Jean Robin apparaît dans les romans aussi, pour caractériser d'autres personnages, etc. Ce sont des relations
thématique. Et il est évident que la chute dans un trou du récit, où tout d'un coup on retrouve les fragments éparpillés de ce qu'a été ou de ce que sera le récit, le codex là, ou les cartes postales dans l'immortel, c'est quelque chose qui peut effectivement se rapporter à la mise en abîme littéraire. Pourquoi pas? Ça ne me choque pas. D'autant plus que la mise en abîme, historiquement, n'est pas un procédé littéraire, mais un procédé de peinture ou de gravure. Bien sûr. Et ce passage du point de vue de la narration, de la parole narratrice, correspond aussi à un moment où Boris a été chassé par le père et où il n'est presque plus narrateur. Là, c'est une sorte de... vous parliez des conflits de parole narratrice. Oui, oui. C'est un moment où il est en train de reprendre la parole et curieusement, il reprend la parole au moment où le père meurt dans sa tête. C'est-à-dire qu'on a donc... la parole narratrice, c'est toujours une lutte contre une autorité, enfin, comme vous le... Oui, absolument, oui, c'est le problème de Don Juan, quoi. Effectivement, dans le récit, il y a des moments où on sent qu'il le tient en main, et à d'autres moments, au contraire, où on sent qu'il vacille complètement, et que d'autres narrateurs accessoires sont en train d'organiser le récit. La pharmacienne, là, va, pendant un certain temps, ensuite, être directrice du récit. Là, il est en train de le réinvestir, et la façon de le réinvestir, ça va être de repasser dans l'image, finalement. C'est-à-dire qu'on va le revoir. On a déjà vu une scène où Jean Robin fuyait dans les souterrains. Il va maintenant entrer lui-même dans les souterrains pour prendre Jean Robin, pour le sauver ou le tuer, on ne sait pas très bien. À ce moment-là, alors, il y aura une identification de Jean Robin avec le personnage du père, puisque l'écroulement de la balustrade est le même que celui qui va causer la mort du père un peu plus tard. Et il va bientôt mourir, il annonce qu'il va bientôt mourir, et la mort du père, c'est le balcon qui s'écroule, et l'écroulement du balcon est reproduit là comme étant la mort de Jean Robin dans les souterrains. En fait, il y a énormément de variations infimes qui font communiquer les différentes histoires entre elles par des détails de mise en scène et de... Oui, bien sûr, oui. Vous êtes fou? Vous avez entendu ce bruit? Quel bruit? Il n'y a pas eu de bruit. Dans un film traditionnel, en général, on se contente de bruiter les différents sons qui interviennent dans l'écran. Les bruitages sont conduits en général par une idée, c'est le réalisme. Vous parlez de partition sonore, ce qui implique une idée beaucoup plus musicale. Est-ce que vous pouvez me préciser, en fait, ce qu'est une partition sonore? Oui, c'est déjà concrètement quelque chose qui est différent de ce qu'on appelle une feuille de mixage. Alors ça, c'est du point de vue pratique. Comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, le déroulement du temps est figuré de façon horizontale, ce qui est contraire aux habitudes. Mais j'ai pensé que, et j'ai d'ailleurs fait faire ces feuilles exprès pour mon usage, qu'il était plus commode d'avoir le déroulement du temps en abscisse et les événements en ordonnée. Alors on retrouve là évidemment la notion de partition musicale, puisqu'une partition d'orchestre, c'est une succession de mesures, c'est-à-dire qu'on la lit de gauche à droite, et les différentes couches d'instruments sont là représentées par les différentes voix sonores qui vont être mélangées au mixage. Sur le plan alors créatif, pourquoi une partition sonore? Parce que précisément, comme dans une partition musicale, et comme je l'indiquais tout à l'heure, aucun élément ne me semble a priori devoir être prépondérant. Et que le travail sonore doit se faire d'une façon quasiment continue, liée, liquide, pourrais-je dire, entre le mot, le bruit et l'élément musical qui sera choisi à un moment donné pour telle ou telle raison.
Mon nom est Robin, Jean Robin. Je vais vous raconter mon histoire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est, et en particulier dans ce film-là, le système de balise, pourrait-on dire, qui est élaboré à partir de motifs sonores. Un petit peu, toutes choses étant égales d'ailleurs, un peu la fonction du leitmotiv wagnérien dans l'opéra wagnérien. Là, il s'agit effectivement d'accrocher à un certain moment du film un son à une image. La façon la plus simple de l'accrocher, c'est de mettre les deux événements synchrones. Et puis prendre, après, délier ce son de l'image qui lui a donné naissance et s'en servir à certains moments du film où on ne verra pas cet objet, où on ne verra pas le son d'une telle situation qu'on a déjà rencontrée, mais le son va nous indiquer là qu'il y a un retour structurel à un certain moment du film. Quand on compulse les manuscrits de Robbe-Grillet avant son tournage, on voit des termes à droite à gauche, comme liberté de création laissée à Michel Fano, voir avec Michel Fano structure musicale, etc. Alors on a l'impression qu'à la fois Robbe-Grillet maîtrise un projet musical extrêmement précis avant le tournage, et à la fois qu'il s'en remet un petit peu à votre liberté de création, enfin votre liberté de compositeur. Comment ça se passe exactement? Vous savez, c'est un travail très tricoté, si je puis dire, dans le sens où Robbe-Grillet a toujours prévu dans ses synopsis, scénarios, découpage, mode d'emploi, catéchisme, Bible, enfin appelez-le comme vous voulez, disons l'instrument de travail pour faire le film, il a toujours prévu des motifs sonores en relation avec son récit, c'est-à-dire au fond des signes qui intervenaient du point de vue du son, comme certaines images deviennent des signes par rapport à son récit, des clichés, comme il se plaît à le dire, des archétypes. Bon. Alors, il est certain que dans L'homme qui ment, le ver brisé, par exemple, a une valeur de signe qui a été tout à fait décidée, voulue par Robbe-Grillet. En revanche, dans le cours du travail, L'homme qui ment, contrairement à Trans-Europe Express, c'est un film sur lequel j'ai travaillé très longtemps, à mesure que l'on place précisément ces sons voulus par le réalisateur, s'organise de soi-même des zones, n'est-ce pas, autour de certains sons que l'on a envie tout d'un coup de travailler plus aisément. Si nous pensons par exemple au son du pivert, qui est un leitmotiv dans le film, eh bien il est certain que Robbe-Grillet n'a pas prévu chaque intervention du pivert. Il s'est trouvé que le pivert est intervenu pour des raisons particulières à un certain moment du film, et que j'en ai fait après le leitmotiv de la parole de Jean Robin, l'acteur principal. Donc il est très difficile de dire quelle a été la volonté de l'un ou de l'autre précisément. L'homme qui ment est typiquement le film qui est resté ouvert. J'ai insisté beaucoup là-dessus hier. Il y avait un certain nombre de structures prévues, mais ces structures étaient constamment ouvertes. Et j'ai dit, à partir de L'homme qui ment, tous les gens sur le plateau qui se passionnent pour le film
que ce soit un acteur, un technicien, un opérateur, un assistant, etc. Tous les gens qui se passionnent pour le film ont le droit d'intervenir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette trame de nécessité, il y aura malgré tout des choses qui, qu'on appelle le hasard, si on veut, mais que André Breton appelait le hasard objectif, oui, c'est-à-dire quelque chose qui est venu par hasard, mais qui, objectivement, appartenait à l'œuvre. Est-ce que finalement L'Homme qui ment est un premier film-opéra? Est-ce qu'on va vers le film-opéra avec L'Homme qui ment? Oui, c'est ce qu'il souhaite être. C'était bien évidemment dans cette optique-là que j'ai travaillé, mais enfin c'est un premier essai et je suppose qu'il convient qu'il en ait d'autres plus aboutis. Bon, pourquoi film-opéra? Parce qu'il s'agit d'un récit qui a sa vie propre, il s'agit donc du discours du récit, il s'agit du discours d'une image qui n'est pas, vous êtes spécialiste de ce film, donc je ne pense pas que vous me contredirez, qui n'est pas forcément, le discours de l'image n'est pas forcément celui du récit, le discours de la parole des acteurs est encore un autre discours, et le discours sonore vient encore en quatrième lieu tisser un niveau, une tranche supplémentaire. Alors ça, évidemment, c'est tout le problème de l'opéra moderne, dans tous les cas, de l'opéra, disons, depuis Wagner, par exemple. C'est-à-dire la possibilité de faire entrer dans la perception du spectateur des éléments différents dans le même instant. Ce qu'il voit dit quelque chose, ce qu'il entend dit soit la même chose, soit quelque chose d'autre qui va nous renseigner plus abondamment sur ce qu'il voit. Fano va être incité à créer par une bande image qui est déjà quelque chose qui a une structure de récit. Et alors là, évidemment, les rapports avec le travail de Wagner sont tout à fait évidents, sauf que Wagner était à la fois le musicien et l'auteur du récit, mais effectivement, ce sont les structures musicales du récit qui vont produire les structures de la musique. Bon. Et alors cette bande image, j'ai dit, n'était pas forcément du bronze, c'est-à-dire que il est admis à ce moment-là que le travail de Fano peut réagir sur l'image, c'est-à-dire que à un moment, on est amené à faire quelques très petites modifications, raccourcir un plan de quelques dixièmes de seconde, ou en allonger un autre, ou rajouter un plan, mais très très peu de choses. Il ne représente même pas 5% du film, même pas, mais qui, à ce moment-là, vont tenir compte, si vous voulez, du fait que tout d'un coup, il y aura une bande sonore. Alors, le travail se fait à ce moment-là en collaboration entre Fano et moi. C'est-à-dire que je lui montre la bande image et nous avons des conversations où, d'une part, je précise ce à quoi je tiens et où, d'autre part, nous décidons quelles sont les zones, au contraire, où il aura une liberté plus grande, et au bout de quelques jours, je reviens et il me fait des propositions qui sont alors même quelquefois déjà enregistrées sur des bandes. Alors, c'est évidemment, ça sera jamais la bande finale du film, puisque la bande finale du film est mixée à partir de 12 ou 15 bandes différentes, et que sur sa machine, on peut jamais en écouter que 3 à la fois. Bon, mais au fur et à mesure, les propositions de Fano vont me faire réagir, etc. Et il y aura un travail de collaboration, en somme, assez comparable à ce qu'il pouvait y avoir à cette époque, du point de vue de l'image, entre Igor Luther, qui est là, et moi, le chef opérateur, intervenant aussi dans la constitution des scènes, etc. Bon, bien entendu, c'est plus vrai pour Fano que pour n'importe lequel des collaborateurs qui ont travaillé avec moi, parce que effectivement, il n'y a aucun de mes films où il ne soit pas, n'est-ce pas, et pratiquement lui-même, il a surtout fait mes films. Jean,
Bien sûr, il faut que je parle de Jean. C'était mon ami, mon camarade, mon compagnon de lutte. Qui êtes-vous? Je viens de la part de Jean. Où est-il? Je m'appelle Boris. Boris Varissa. Qui êtes-vous? Je viens de la part de Jean. Où est-il? Ah oui, d'abord, il y a là alors un phénomène d'écho dans le récit tout à fait important, puisque c'est un écho déplacé d'un personnage à l'autre. Et d'une matière à l'autre, puisqu'on a d'abord une photo de Jean et une animation, enfin une vue animée de On a Boris. l'impression que donc la jeune femme qui attend le retour de son mari disparu pendant la guerre, Jean Robin, bien qu'elle soit aveuglée par le bandeau de Colin Maillard, perçoit sur la photo du mur quelque chose qui est la forme du visage de l'absent. Et à la fin du parcours de Boris vers le château, il se trouve enfin en présence des trois femmes qui sont apparues dans le film avant, comme dans son imagination, préscience, prémonition, je ne sais pas quoi. Et la même jeune femme aux yeux bandés s'approche de Boris et fait les mêmes mouvements sur son visage, qui commence par identifier le même, et puis qui tout d'un coup, a un geste de recul. Ah non, ce n'est pas le même. Et qui êtes-vous? Dit l'autre, la sœur. Je viens de la part de Jean. Il n'est pas Jean, mais il vient de la part de Jean. Or, c'est le grand problème du Messie. Qui est le Messie? Est-ce que c'est lui qui vient maintenant, ou est-ce que celui qui vient est seulement quelqu'un qui annonce le Messie, et le Messie sera quelqu'un qui viendra après? Et alors, entre Jean-Baptiste, cette fois-là, et Jésus, la discussion était assez amusante de savoir, est-ce que c'est toi le Messie, est-ce que c'est pas... Ils se sont baptisés mutuellement, et chacun disant, mais non, c'est toi, jusqu'à ce qu'au moment où on a dit, non, celui qui doit venir s'appellera Élie. Mais Jésus-Christ, finalement, occupe une place importante dans vos films. Oui, dans celui-là, dans celui-ci. Le pain et le vin, etc. Ouais. Mais c'est à la fois, enfin je crois qu'il y a deux figures que vous utilisez. Il y a celle de l'homme qui ment, qui est l'homme persécuté, et celle de Glissement, qui est l'homme exaspérant. On a crucifié Jésus-Christ parce qu'il exaspérait. Il exaspérait dans Glissement. Alors là, il y a une référence aussi, alors qui est comme ça, une espèce de clin d'œil, c'est le passage du vin rouge au mercurochrome. Parce que dans toute la symbolique du Nouveau Testament, le sang de Jésus, le sang du Graal, n'est-ce pas, se transforme en vin rouge pour la messe. Le curé dit la messe avec du vin rouge qui est censé être le sang du Christ. Buvez, ceci est mon sang, dit Jésus en servant du vin à ses disciples. Et là, effectivement, le mercurochrome est une sorte d'image dérisoire du sang, puisque c'est avec le mercurochrome que Trintignant va se tacher la chemise blanche pour faire croire qu'il a été blessé par la rafale des soldats. Et la phrase est la même. La première phrase qu'il a dite en entrant à l'auberge, c'est « Je voudrais un verre de vin, s'il vous plaît ».
Et là, quand il entre à la pharmacie, la scène qu'on a vue tout à l'heure, avec exactement le même ton et la même diction un peu bizarre, il dit « Je voudrais une petite bouteille de mercurochrome, s'il vous plaît ». Exactement la même phrase. Voilà, on a l'impression qu'il va ajouter avec une tranche de pain. Je voudrais un verre de vin. Et aussi une tranche de pain, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'effets comme ça à distance, enfin ce qu'on a appelé téléstructure dans le film. Et ça n'est pas toujours très évident finalement, une première lecture de film, une première vision. Oh non, mais c'est ça l'ennui. Vous savez qu'André Gide disait « J'écris pour être relu ». Et évidemment, je crois que je fais des films pour qu'ils soient revus. À la limite, on peut dire qu'on ne peut jamais le voir pour la première fois. On ne peut le voir que si on l'a déjà vu une fois avant.